Au mariage de ma fille, son fiancé a tiré la chaise de sous moi juste au moment où j'allais m'asseoir, et je suis tombé lourdement par terre devant tout le monde. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour destiné à célébrer ma petite fille se transformerait en l'un des moments les plus humiliants de ma vie. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé, et pourquoi cela me hante encore. Je m'appelle Robert et j'ai la fin de la cinquantaine. Après le décès de ma femme, alors que Lucie n'était qu'une enfant, je l'ai élevée en grande partie seule. Chaque genou écorché, chaque session de devoir tard le soir, chaque cadeau d'anniversaire durement gagné, c'était juste elle et moi contre le monde. J'ai tout investi pour lui donner la vie qu'elle méritait. Alors, quand le jour de son mariage est arrivé, je voulais que ce soit parfait. J'ai économisé pendant des années, faisant des sacrifices partout où je le pouvais pour m'assurer qu'elle ait une belle journée, un jour dont elle se souviendrait avec tendresse pour le reste de sa vie. La cérémonie s'est déroulée sans accroc, et j'ai ressenti un mélange de fierté et de nostalgie en regardant Lucie remonter l'allée, radieuse dans sa robe. Quand la réception a commencé, tout semblait normal. La salle était remplie d'amis, de familles, de rires et du tintement des verres. J'ai ressenti une vague de bonheur en voyant Lucie si joyeuse. J'étais prêt à prendre ma place à la table d'honneur, pensant au chemin que nous avions parcouru ensemble. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Samuel, le nouveau mari de Lucie, s'est penché et a tiré ma chaise de sous moi. Je l'avais à peine touchée quand j'ai senti la traction brusque, mes jambes se dérobant sous moi, et je me suis écrasé au sol avec un bruit sourd. Des halètements et des murmures choqués ont rempli la pièce. J'ai essayé de me relever rapidement, le visage en feu en réalisant que tous les yeux étaient sur moi. Samuel a souri avec suffisance, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Ce qui m'a fait encore plus mal que la chute, c'est la réaction de Lucie. Au lieu de se précipiter pour m'aider, elle a ri nerveusement, jetant des regards entre Samuel et moi comme si elle ne savait pas quoi faire. Ce n'était pas un rire de joie, c'était un rire gêné, inconfortable et d'une désinvolture douloureuse. Ce fut le premier moment où j'ai ressenti une véritable pointe de trahison. La petite fille que j'avais élevée, celle pour qui je m'étais sacrifié, n'est pas venue à mes côtés. Elle l'a laissé se moquer de moi devant tout le monde. Je me suis relevé lentement, maîtrisant ma colère, tout en prétendant que la chute ne faisait pas aussi mal qu'en réalité. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. J'ai réalisé que ce jour, dont j'avais rêvé pendant des années, était devenu un tournant. Cette simple et cruelle blague m'en a dit plus sur Samuel, et peut-être même sur Lucie, que je ne voulais l'accepter. L'humiliation était cuisante, mais c'était aussi le premier signe que je ne pouvais ignorer. Je devais faire attention, voir qui était vraiment le nouveau mari de ma fille avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis relevé du sol, sentant la piqûre de la chute et des rires qui m'entouraient. Mes genoux me lançaient, mon dos me faisait mal, et une chaleur intense d'embarras se propagea sur mon visage. Les invités se déplaçaient mal à l'aise, certains chuchotant derrière leurs mains, d'autres essayant de cacher des sourires narquois. La pièce semblait différente, comme si l'air lui-même avait changé. Je n'étais pas seulement blessé physiquement, j'étais blessé d'une manière bien plus profonde. Samuel se pencha en arrière sur sa chaise, profitant clairement du moment, et dit avec un sourire désinvolte, « Allez Robert, c'était juste une blague, il faut te détendre. » Sa voix dégoulinait de suffisance, comme si je surréagissais à une simple plaisanterie. Les rires de ces garçons d'honneur et de quelques autres invités ont aggravé la situation, comme s'ils étaient tous de mèche, me regardant me tortiller. J'ai regardé Lucie, attendant au moins une lueur d'inquiétude, peut-être même de la colère dirigée contre Samuel. Au lieu de cela, elle a agité la main et a dit doucement, « Papa, ne fais pas de scène. Ce n'est pas grave. » Ces mots étaient doux, presque excusants, mais ils m'ont coupé plus profondément que n'importe quel rire ou chuchotement dans la pièce. Elle ne me défendait pas, elle ne me protégeait pas de l'humiliation. Elle me disait de ravaler ma fierté, de laisser passer le manque de respect de Samuel, et de faire comme si de rien n'était. Ce moment, plus que la chute elle-même, m'a ouvert les yeux. J'avais toujours pensé que Lucie et moi partagions un lien assez fort pour tout surmonter, qu'elle serait à mes côtés quoi qu'il arrive. Mais la voilà, riant nerveusement, laissant la blague cruelle de Samuel sans réponse, et traitant mon humiliation comme un inconvénient mineur plutôt que comme la trahison que c'était. La prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Peut-être que je ne la connaissais pas aussi bien que je le pensais. Peut-être que la fille que j'avais élevée avec amour et patience avait été influencée par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne me valorisait pas du tout. Alors que je forçais un sourire crispé et que je m'installais sur une autre chaise, j'ai remarqué Samuel jetant un coup d'œil à son garçon d'honneur,
souriant avec suffisance comme s'il venait de remporter une victoire privée. Ce sourire narquois, ce regard de satisfaction, a allumé quelque chose en moi, une rage sourde et bouillonnante. Elle n'était pas encore forte ou explosive, mais elle était réelle, et elle grandissait. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement blessé ou embarrassé. J'étais en colère. En colère que cet homme pense qu'il était acceptable de m'humilier au mariage de ma propre fille. En colère que Lucie l'ait laissé faire sans même essayer de l'arrêter. Je suis resté assis là, silencieux, sentant ma mâchoire se crisper alors que je regardais la confiance de Samuel grandir, et je me suis promis que je ne laisserais pas cela passer inaperçu. Les rires se sont estompés en arrière-plan alors que je serrais les poings sous la table. Quelque chose avait changé en moi cette nuit-là. Ce qui avait commencé comme une simple blague avait planté les premières graines d'une détermination silencieuse. Je savais que je ne pouvais pas y faire face ouvertement pour le moment, mais au fond de moi, je comprenais une chose clairement, je n'allais pas laisser Samuel, ou qui que ce soit d'autre, me piétiner sans conséquence. Au fil des jours qui ont suivi le mariage, je ne pouvais chasser le souvenir de cette chute humiliante. Je le rejouais sans cesse dans mon esprit, et avec lui venait un flot de souvenirs de l'éducation de Lucie. Je me souvenais des nuits passées à l'aider pour ses projets scolaires, à lui enseigner les bonnes manières et l'importance du respect, et à la guider à travers chaque dure leçon que la vie nous réservait. Je me souvenais des longs après-midi passés à faire du bénévolat au centre communautaire, lui inculquant la gentillesse et l'empathie, les mêmes valeurs que j'avais toujours espéré qu'elle porterait à l'âge adulte. Tous ces efforts, tous ces sacrifices, semblaient soudain fragiles à la lumière de ce qui s'était passé. J'ai aussi repensé au jour où Lucie m'a présenté Samuel pour la première fois. J'avais remarqué de petites choses qui me dérangeaient, une pointe d'arrogance, une manière désinvolte de parler, mais j'avais mis ces sentiments de côté. Lucie était si heureuse, rayonnante d'excitation, et je ne voulais pas être celui qui gâcherait sa joie. Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'elle apprendrait à voir l'homme pour ce qu'il était par elle-même. Je voulais faire confiance à son jugement. J'avais voulu la soutenir, mais après le mariage, les choses ont commencé à sembler différentes. Lors des réunions de famille, j'ai remarqué les petites piques que Samuel lançait. Rien d'ouvert, juste des remarques subtiles destinées à me rabaisser. Un commentaire sarcastique sur mon travail, un rire dédaigneux quand je parlais, de minuscules gestes qui me faisaient douter de moi-même. Au début, j'ai essayé de les ignorer, pensant que j'interprétais peut-être trop les choses, que l'embarras du jour du mariage m'avait rendu hypersensible. Puis Margaret, ma sœur et amie de longue date de la famille, m'a pris à part un après-midi. Elle avait l'air inquiétant me chuchotant qu'elle avait entendu Samuel parler à quelques-uns de ses amis. Il se moquait de moi, faisant des blagues sur mon apparence et mon comportement, ma façon de me tenir, et riant de ce qui s'était passé à la réception. Ce n'était pas juste une taquinerie amicale, c'était calculé et cruel, le genre de rire qui vient d'un mépris sincère. Entendre cela de la part de Margaret a provoqué un déclic dans mon esprit. La blague de Samuel n'était pas un dérapage ponctuel. Elle n'était pas censée être drôle ou inoffensive. C'était délibéré, un signe du peu de respect qu'il avait vraiment pour moi. Mon cœur s'est serré en réalisant la profondeur de son manque de respect, et un nœud de colère et d'incrédulité s'est formé dans ma poitrine. La personne que j'avais acceptée à contre-cœur dans la vie de Lucie n'était pas seulement immature ou négligente. Il me sapait délibérément, me rabaissait dans mon dos, et manipulait la situation à son avantage. Ce fut un moment de clarté douloureux. Le lien que j'avais toujours cru partager avec ma fille semblait soudain plus fragile. Samuel n'était pas simplement une nouvelle addition à la famille. C'était quelqu'un qui me voyait comme une cible, quelqu'un qui n'avait aucun égard pour l'homme qui avait élevé Lucie avec tant d'amour. Et en y réfléchissant, je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Il ne s'agissait plus seulement de fierté ou de sentiments blessés. C'était un signe avant-coureur que l'homme que ma fille avait choisi était dangereux d'une manière que je n'avais pas anticipée. Quelques mois après le mariage, Thanksgiving est arrivé, et j'ai essayé de me concentrer sur la famille, la gratitude, et de garder les choses normales. J'avais décoré la maison, préparé ma fameuse farce, et m'étais assuré que tout soit parfait pour Lucie et Samuel, en espérant que la journée soit paisible. Mais dès que nous nous sommes assis à table, j'ai senti une tension dans l'air que je n'avais pas ressentie auparavant. Les yeux de Samuel étaient vifs, calculateurs, et j'ai senti le malaise familier s'insinuer dans ma poitrine. Alors que nous commencions à passer les plats et à échanger des conversations polies, Samuel s'est penché avec ce même sourire narquois que j'avais vu au mariage. Il a fait un commentaire sur ma cuisine, assez fort pour que tout le monde entende,
suggérant que j'avais peut-être brûlé la dinde exprès parce que je voulais attirer l'attention. Des rires ont fusé autour de la table, et mon estomac s'est noué. Mais ce qui a fait encore plus mal que le commentaire, c'est la réaction de Lucie. Au lieu de me lancer un regard inquiet ou de me défendre, elle a gloussé doucement, se rangeant clairement du côté de Samuel, comme si tout cela faisait partie d'une blague inoffensive. Ma propre fille riait à mes dépens. Les rires ont résonné dans mon esprit, et pendant un instant, j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. L'humiliation ne concernait plus seulement Samuel. Il s'agissait de réaliser que Lucie, la personne que j'avais élevée avec tant de soin, s'était laissée influencer. Ce n'était pas un malentendu. Elle avait choisi de rire avec lui au lieu d'être à mes côtés. Ce sentiment de trahison m'a coupé plus profondément que n'importe quelle insulte que Samuel aurait pu lancer. Après le dîner, quand le reste de la famille était parti au salon pour le dessert, j'ai confronté Samuel discrètement, loin des autres. J'ai gardé ma voix basse mais ferme, en essayant de m'assurer qu'il comprenne qu'il y aurait des conséquences s'il franchissait à nouveau cette ligne. « Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça, » ai-je dit, les poings serrés. « Tu ne m'humilieras plus jamais devant ma famille, plus jamais. » Samuel s'est simplement penché en arrière, souriant, complètement imperturbable. « Tu es juste vieux et aigri », a-t-il dit nonchalamment, comme si me rejeter était sans effort. « C'est Lucie ma famille maintenant, pas toi. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de crucial. Ma fille avait été manipulée. Elle ne riait pas par innocence ou amusement. Elle avait été influencée par lui, amenée à me voir comme l'étranger, l'obstacle. J'ai quitté la pièce le cœur lourd, ma colère bouillonnant sous la surface. La prise de conscience que Lucie pouvait être si facilement influencée, que Samuel avait érodé le respect et la confiance que nous avions construits pendant des décennies, a allumé un feu en moi. Il ne s'agissait plus seulement d'une blague ou d'une remarque négligente. Il s'agissait de protéger ma fille d'un homme qui sapait tout ce pour quoi j'avais travaillé. Assis tranquillement plus tard dans la nuit, repensant à chaque instant, chaque ricanement et chaque rire, j'ai commencé à formuler un plan. Je n'agirais pas de manière impulsive, mais je savais une chose avec certitude. Les jeux de Samuel avaient franchi une limite, et je n'allais pas le laisser continuer. L'humiliation, la trahison, les sourires narquois, tout cela nourrissait une détermination silencieuse, je m'assurais qu'il ne puisse plus blesser Lucie ou moi, et j'ai commencé à planifier soigneusement, sachant que le moment d'agir viendrait. Après ce Thanksgiving, j'ai décidé que je ne pouvais plus ignorer le comportement de Samuel. L'humiliation, le manque de respect et la manipulation subtile m'avaient ouvert les yeux, et j'ai réalisé que je devais connaître l'homme que ma fille avait épousé. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux habitudes de Samuel, à ses conversations, même à sa façon d'interagir avec les autres. Au début, c'était de petites choses, des remarques désinvoltes sur l'achat de gadgets coûteux dont il n'avait pas besoin, des blagues sur la perte d'argent à une table de poker. Mais j'ai vite remarqué un schéma. Samuel semblait fier de ses dépenses imprudentes, le traitant comme une marque d'honneur, comme si être négligent avec l'argent le rendait malin. Un soir, en visite chez Lucie et Samuel, je l'ai entendu se vanter d'un gain récent au jeu, parlant assez fort pour que je puisse entendre chaque mot. Il se vantait d'avoir doublé une mise en une seule nuit, riant à l'idée d'avoir risqué autant. Un frisson m'a parcouru. Ce n'était pas juste un passe-temps inoffensif. C'était dangereux, et j'ai commencé à voir comment l'avenir de Lucie pourrait être affecté par son imprudence. Je savais que j'avais besoin de plus que des soupçons. Je devais trouver des preuves concrètes, et je devais comprendre son passé. C'est alors que je me suis souvenu de Tom, un vieil ami de Samuel, qui avait été proche de lui à l'université. Je l'ai contacté discrètement, en essayant de n'alarmer personne ou de ne pas laisser paraître que j'enquêtais sur Samuel. Autour d'un café, j'ai prudemment abordé le sujet de Samuel, présentant ma démarche comme de la curiosité plutôt que de la suspicion. Tom a d'abord hésité, mais il a fini par s'ouvrir. Il m'a dit des choses que je n'attendais pas. Samuel avait une longue histoire de mensonges sur l'argent, d'escroquerie envers ses amis pour des prêts, et de manipulation de situation à son avantage. Tom a expliqué comment Samuel empruntait de l'argent sans le rembourser, exagérait ses revenus, et trompait même les gens sur son travail ou son salaire pour maintenir une image de succès. En écoutant Tom, j'ai senti un nœud dans mon estomac. C'était pire que ce que j'avais imaginé. L'homme que ma fille avait épousé n'était pas seulement immature ou arrogant. Il était fourbe et dangereux en matière financière. Entendre les détails m'a anéanti, mais cela a aussi renforcé ma résolution.
Je ne pouvais pas permettre à Lucie d'être piégée avec quelqu'un qui pourrait ruiner sa vie financièrement, émotionnellement ou socialement. Je devais agir, mais avec prudence. Je ne voulais pas porter d'accusations sans preuve, et je ne voulais pas l'effrayer avec des rumeurs. J'avais besoin de preuves, de faits qu'elle ne pourrait ignorer. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à recueillir discrètement des informations. J'ai commencé à suivre les habitudes de dépenses de Samuel, à surveiller les indices subtils qu'il laissait sur ses dettes et ses achats imprudents. J'ai demandé à Margaret de garder un œil, et j'ai discrètement vérifié les registres publics et les documents qui pourraient éclairer son passé. Chaque conversation, chaque vantardise négligente de Samuel, est devenue une pièce du puzzle. En assemblant le tout, une image claire a émergé. Samuel n'était pas l'homme que Lucie pensait qu'il était. Il était manipulateur, irresponsable et dangereux. Mais contrairement à avant, je ne me sentais plus impuissant ou humilié. J'avais des informations, et ces informations m'ont donné le premier sentiment de contrôle que j'avais ressenti depuis le jour du mariage. Maintenant, je pouvais commencer à planifier discrètement et soigneusement pour protéger ma fille et m'assurer que Samuel ne puisse pas continuer sa mascarade sans être remarqué. Je savais qu'agir de manière impulsive ne ferait qu'empirer les choses, alors j'ai décidé de demander conseil à quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance, David, un vieil ami et avocat qui m'avait aidé dans des situations difficiles par le passé. Autour d'un café dans son bureau tranquille, j'ai tout exposé. Les blagues de Samuel, le manque de respect, les manipulations subtiles et les habitudes inquiétantes que j'avais découvertes. Je voyais David écouter attentivement, le front plissé d'inquiétude, mais il est resté calme. « Tu dois rester calme, Robert, dit-il fermement. Si tu le confrontes sans preuve solide, ça pourrait se retourner contre toi. Tu as besoin de preuves, et tu as besoin d'une stratégie. Pour l'instant, tu es impliqué émotionnellement, et c'est compréhensible, mais tu ne peux pas laisser cela obscurcir ton jugement. » Ces paroles avaient du sens, même si ma colère et ma frustration bouillonnaient sous la surface. J'ai réalisé que l'humiliation de la blague du mariage, combinée à la tromperie continue de Samuel, était devenue le carburant d'un feu que je devais contrôler. Je ne pouvais pas laisser mes émotions me pousser à une décision irréfléchie. Au lieu de cela, je les utiliserais pour mener un plan prudent qui protégerait Lucie et tiendrait Samuel pour responsable. Au cours des jours suivants, j'ai approfondi mes recherches sur les habitudes financières de Samuel. J'ai parlé discrètement avec le personnel de la banque et vérifié les transactions irrégulières. C'est alors que j'ai découvert quelque chose de choquant. Samuel prélevait de l'argent directement sur le compte de Lucie. Elle lui en avait donné l'accès, lui faisant entièrement confiance, et il détournait lentement des fonds, cachant les retraits derrière de vagues explications et excuses. Mon estomac s'est retourné en réalisant l'ampleur de sa trahison. C'était plus que du manque de respect ou des blagues. C'était du vol, et cela mettait l'avenir de Lucie en grave danger. Je savais que je devais agir avec prudence. Confronter Samuel directement sans preuve serait dangereux. Lucie pourrait ne pas me croire, et il nierait sûrement tout. J'avais besoin d'un plan qui révélerait la vérité clairement, d'une manière qu'elle ne pourrait ignorer, et d'une manière qui exposerait Samuel pour ce qu'il était vraiment. Je voulais qu'elle voie l'homme qu'elle avait épousé, non pas la façade charmante qu'il présentait, mais la personne manipulatrice et fourbe en dessous. J'ai commencé à organiser discrètement tout ce que j'avais rassemblé, les relevés de ses dépenses imprudentes, les preuves de l'argent volé, et des notes sur ses schémas de mensonges et de manipulation. J'ai également gardé une trace des manières subtiles dont il avait essayé d'isoler Lucie de l'influence familiale, y compris la blague du mariage qui l'avait humiliée. Ce moment au sol, autrefois source de honte et de colère, alimentait maintenant ma détermination. Il me rappelait qui était vraiment Samuel et pourquoi il était si important de protéger ma fille. J'ai commencé à réfléchir à la manière de mettre tout cela en lumière de manière contrôlée, peut-être lors d'une conversation ou d'une réunion où Lucie pourrait voir les preuves de ses propres yeux. Mon objectif était clair, lui faire comprendre la vérité, la réveiller à la réalité du comportement de Samuel, et lui donner la chance de prendre des décisions éclairées sur son mariage. Chaque pas que je faisais à partir de maintenant était discret, calculé et concentré sur une seule chose, démasquer Samuel tout en gardant Lucie en sécurité. La trahison de la blague du mariage avait allumé quelque chose en moi, et j'étais déterminé à l'utiliser sagement. À présent, je savais que je devais agir avec prudence. Je ne pouvais pas laisser Samuel soupçonner que j'avais découvert sa tromperie. J'ai donc décidé de prétendre que je lui avais pardonné, de faire comme si rien ne s'était passé depuis les incidents du mariage et de Thanksgiving. J'ai même commencé à lui offrir ce que j'appelais des conseils professionnels,
me présentant comme un beau-père encourageant, désireux d'aider Samuel à réussir. C'était gênant au début, mais Samuel est tombé droit dans le piège, complètement inconscient de ce que je préparais. L'arrogance de Samuel n'a fait que faciliter les choses. Il adorait parler de ses investissements, se vanter des marchés qu'il avait prétendument conclus, et exhiber l'argent qu'il pensait contrôler. Il a mentionné des opportunités et a laissé entendre, presque nonchalamment, qu'il pourrait avoir besoin de mon aide financière. Chaque mot, chaque vantardise, était un petit fil que je pouvais tirer pour tisser la toile que je créais. Il ne réalisait pas que sa cupidité et son arrogance l'exposaient d'une manière qu'il ne pouvait contrôler. Un soir, alors qu'il laissait entendre nonchalamment avoir besoin d'un prêt pour un investissement urgent, j'ai décidé de jouer le jeu. Je lui ai offert mon aide, la présentant comme un soutien pour son avenir avec Lucie. J'ai présenté une petite somme, assez pour paraître généreux, mais aussi pour qu'il se sente en droit de l'accepter. Mais il y avait un hic. Avant de lui donner l'argent, je lui ai fait signer un accord simple et informel détaillant le prêt. Ce n'était pas compliqué, mais c'était juridiquement contraignant et servirait plus tard de preuve qu'il avait sciemment accepté des fonds sous de faux prétextes. Samuel, aveuglé par la cupidité et l'excitation, n'a pas lu les détails. Il y a à peine jeté un coup d'œil, impatient d'obtenir l'argent, et je pouvais voir sa confiance grandir, complètement inconscient du piège dans lequel il était tombé. Pendant ce temps, je continuais mon enquête discrète. Je continuais de rassembler des relevés bancaires, de suivre les retraits de Samuel sur le compte de Lucie, et de documenter ses dettes de jeu et ses dépenses imprudentes. Chaque nouvelle preuve renforçait mon dossier et confirmait ce que j'avais déjà soupçonné. Samuel était imprudent, manipulateur et totalement indigne de confiance. Chaque vantardise, chaque commentaire négligent, chaque signe d'arrogance qu'il affichait devenait une partie des preuves que je compilais. Avec les documents du prêt informel et les dossiers financiers qui s'accumulaient, je voyais la scène se préparer pour la révélation finale. Tout devait être précis, indéniable et parfaitement synchronisé. Je devais m'assurer que Lucie voit la vérité clairement, sans laisser de place au doute ou au déni. Les propres mots et actions de Samuel le trahiraient, et les preuves que j'avais recueillies ne lui laisseraient aucune échappatoire. En prétendant pardonner, en offrant des conseils et en encourageant subtilement sa cupidité, j'avais créé l'environnement parfait pour qu'il révèle sa vraie nature. Chaque interaction était délibérée, chaque geste calculé, et je gardais mes émotions sous contrôle, sachant que la patience était la clé. La confiance excessive et l'arrogance de Samuel l'aveuglaient sur le fait qu'il tombait dans un piège de ma propre conception, et je pouvais sentir la satisfaction tranquille de savoir que bientôt, la vérité serait indéniable, et l'humiliation qu'il m'avait fait subir lui serait rendue au centuple. Je suis arrivé chez Lucie et Samuel pour ce que j'avais prévu comme un dîner de famille tranquille, mais dans mon esprit, c'était tout sauf ordinaire. J'avais invité Margaret, Tom et David à être là comme témoins et soutiens, m'assurant que la vérité serait indéniable. Lucie n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, et Samuel, confiant comme toujours, ne se doutait de rien. Assis autour de la table, la conversation a commencé de manière décontractée. Samuel, toujours désireux de s'affirmer, a lancé quelques piques sur ma cuisine et mes choix, essayant de me rabaisser de la même manière qu'il l'avait toujours fait. Son sourire narquois était familier, et j'ai ressenti l'ancienne piqûre de l'humiliation, mais cette fois, je suis resté calme. J'avais passé des mois à rassembler des preuves, et le moment de les révéler était enfin arrivé. Quand le plat principal fut terminé, je me suis légèrement penché en arrière et n'ai rien dit au début, laissant la tension monter. Puis, lentement, j'ai sorti les papiers de prêt signés, les tenant de manière à ce que tout le monde puisse les voir. Le sourire confiant de Samuel a vacillé, mais il a essayé de garder son sang-froid. Je l'ai laissé se tortiller un moment avant de continuer. J'ai exposé chaque détail, expliquant comment il avait pris de l'argent sur le compte bancaire de Lucie à son insu, comment il avait menti à plusieurs reprises sur ses dettes et ses investissements, et comment son jeu imprudent avait menacé non seulement ses finances, mais aussi les siennes. J'ai sorti de mon dossier les relevés bancaires, les registres de retrait et les preuves de ses pertes au jeu. J'ai parlé clairement, calmement et délibérément, en m'assurant que chaque mot soit entendu. Lucie, ai-je dit, en la regardant fixement. Il ne s'agit pas seulement de disputes ou de blagues. Samuel vide tes comptes depuis des mois. Il prévoyait de profiter de ta confiance et de te laisser financièrement ruiner. Lucie se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Le choc et l'incrédulité se répandirent sur son visage. Ses yeux allèrent de Samuel à moi, incapables de traiter ce qu'elle entendait. Les rires et la désinvolture d'avant avaient disparu,
remplacé par un silence qui pesait lourdement sur eux. Samuel a essayé de parler, de nier, de déformer l'histoire en sa faveur, mais chaque démenti a échoué lorsque j'ai présenté les preuves. Les papiers de prêt, les relevés bancaires, les états financiers, tout parlait plus fort que ses mots. Sa posture assurée s'est effondrée alors que la vérité indéniable devenait claire. Même ses amis, assis tranquillement, pouvaient voir qu'il avait été pris la main dans le sac. Pour la première fois, Lucie le regarda avec une réelle clarté. L'homme avec qui elle avait ri de mon humiliation, l'homme en qui elle avait eu confiance, se révélait être fourbe et manipulateur. Elle s'est tournée vers moi, tremblante, et a murmuré, « Je n'en avais aucune idée. » Sa voix était pleine de culpabilité et d'incrédulité. Je suis resté calme, laissant les preuves et l'histoire parler d'elle-même. L'arrogance de Samuel, autrefois un bouclier, était devenue sa chute. La confrontation ne consistait pas à crier ou à se venger. Il s'agissait d'exposer la vérité pour que Lucie puisse la voir par elle-même. Et enfin, pour la première fois, elle l'a vu. La pièce était silencieuse après que j'ai fini de présenter les preuves. Lucie était assise, figée, fixant Samuel avec de grands yeux, son visage pâle et tremblant. Le choc de réaliser ce qui se passait juste sous son nez la frappa comme un raz-de-marée. Elle pouvait à peine parler, et je pouvais voir la culpabilité s'installer alors qu'elle se souvenait comment elle avait ri avec Samuel, comment elle l'avait laissé m'humilier sans dire un mot. Son rire ressemblait maintenant à une trahison qu'elle ne pouvait plus ignorer. Samuel, de son côté, était furieux. Son visage est devenu rouge, et il a pointé un doigt accusateur vers moi. « C'est de ta faute, Robert. Tu essaies de ruiner ma vie », a-t-il crié, sa voix montant de désespoir. Mais la colère dans ses mots ne faisait que révéler à quel point il était piégé. Toute tentative de rejeter la faute a échoué car les preuves étaient indéniables. Son charme, son arrogance et ses manipulations se sont tous effondrés devant les personnes qui avaient autrefois cru en lui. L'expression de Lucie a lentement changé alors qu'elle assimilait la vérité. Au début, elle semblait prise entre le choc et le déni, mais ensuite la prise de conscience a été totale. Elle s'est retournée contre Samuel, sa voix tremblante mais ferme. « Tu m'as menti, tu m'as utilisé, tu as humilié mon père », a-t-elle dit, chaque mot portant le poids de la trahison qu'elle avait enfin reconnue. Les tentatives de Samuel pour argumenter ou se défendre sont restées silencieuses face à sa colère grandissante. Margaret, Tom et David ont regardé tranquillement la confrontation se dérouler. Leur présence a rendu la position de Samuel encore plus faible. Ils pouvaient sentir leur jugement, leur compréhension de la vérité, et cela ne le rendit que plus désespéré. Réalisant qu'il n'avait aucune échappatoire, il a finalement explosé, criant de manière incohérente avant de sortir de la maison en disgrâce. La porte a claqué derrière lui, laissant un silence tendu dans son sillage. Je me suis tourné vers Lucie, qui tremblait, les larmes coulant sur son visage. Elle m'a regardé avec un mélange de chagrin et de remords. « Papa, je suis tellement désolée », a-t-elle murmuré, la voix brisée. « J'ai ri, je ne t'ai pas défendu. J'étais aveugle à ce qu'il était vraiment. S'il te plaît, pardonne-moi. » Je l'ai prise dans mes bras, la serrant fort. Mon cœur me faisait mal, non seulement pour elle, mais pour les mois de trahison silencieuse que j'avais endurés, pour les moments où j'avais senti que ma propre fille avait choisi un étranger plutôt que moi. C'était profondément douloureux de penser à la facilité avec laquelle elle avait été influencée, à la rapidité avec laquelle elle s'était rangée contre moi. Mais la voir reconnaître la vérité et enfin sentir le poids de ce qui s'était passé a apporté un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Nous sommes restés là un long moment, laissant les larmes couler, laissant les émotions s'apaiser. Les excuses de Lucie étaient sincères, sa prise de conscience douloureusement claire, et bien que les blessures mettraient du temps à guérir, le lien entre nous a commencé à se réparer. Je lui ai pardonné, mais non sans me souvenir de la trahison, non sans porter le souvenir de la rapidité avec laquelle elle avait pris le parti de Samuel. C'était une leçon douloureuse, qui nous resterait à tous les deux, mais c'était aussi le début de la reconstruction de la confiance. Pour Lucie, le choc et le chagrin étaient accablants, mais c'était un tournant. Elle a enfin compris qui était vraiment Samuel, en qui elle pouvait avoir confiance, et la profondeur de l'amour et de la protection que j'avais toujours essayé de lui donner. Et bien que les retombées aient laissé des cicatrices, elles ont aussi ouvert la porte à l'honnêteté, à la compréhension et à une chance de guérir ensemble. Des semaines ont passé après la confrontation, et les conséquences des actions de Samuel ont commencé à prendre forme. Grâce à la collecte minutieuse des dossiers financiers,
des documents de prêt signés et des conseils avisés de David, Samuel a fait face à des poursuites judiciaires. Les tribunaux ont été impitoyables. Il n'y avait pas de place pour ses dénégations ou son arrogance. Chaque document que nous avions rassemblé racontait l'histoire de ses mensonges, de son jeu et de son vol à Lucie. Samuel, qui se pavanait autrefois avec confiance et des sourires narquois, était maintenant contraint de répondre de ses actes devant des avocats et des juges. C'était juste, servi de manière méticuleuse et précise, et cela apportait une satisfaction qui n'était pas de la vengeance. Il s'agissait de redresser les torts qu'il avait commis. Lucie, encore abasourdie par les révélations, a pris la décision douloureuse mais nécessaire de demander le divorce. Son mariage, qui avait commencé avec amour et espoir, avait été bâti sur la manipulation et la tromperie. L'humiliation de réaliser qu'elle avait fait confiance à quelqu'un de si indigne de sa foi pesait lourdement sur elle. Mais le divorce était un pas vers la reconquête de sa vie et de sa dignité. Elle s'est appuyée sur moi pendant cette période, cherchant souvent du réconfort en ma présence, et je pouvais voir le mélange de soulagement et de culpabilité persistante dans ses yeux. La trahison à laquelle elle avait participé sans le savoir la piquait encore, mais elle commençait à comprendre l'importance des limites et de la confiance. Je n'ai jamais ressenti le besoin de jubiler de la chute de Samuel. Ce n'était pas le but. Le but était de protéger Lucie, de s'assurer qu'elle puisse voir la vérité avant que les dommages ne deviennent irréparables. Je me suis discrètement mis en retrait, lui laissant l'espace pour reconstruire sa vie, pour retrouver son équilibre, et pour apprendre de l'expérience sans que mon ingérence n'occulte chacun de ses mouvements. C'était un équilibre délicat, être là pour elle sans contrôler ses décisions, mais c'était nécessaire pour sa croissance et sa guérison. Dans les moments de calme, je me suis surpris à réfléchir au jour du mariage, le jour où j'étais tombé lourdement sur le sol devant mes amis et ma famille. À l'époque, la chute avait été un symbole d'humiliation et de trahison, un moment qui m'avait rempli de colère et d'incrédulité. En y repensant maintenant, j'ai réalisé que cela avait été le premier pas vers la révélation de la vraie nature de Samuel. Ce moment douloureux avait mis en branle toute la chaîne d'événements. Il avait déclenché une détermination à protéger ma fille, à découvrir la vérité et à garantir que justice soit faite. Il y avait un sentiment doux amer à savoir que si l'humiliation avait été réelle, elle avait conduit à quelque chose de significatif. J'avais protégé Lucie de plus de mal, lui avais apporté de la clarté et l'avais aidé à reprendre le contrôle de sa vie. Et bien que le souvenir de son rire pendant la blague de Samuel pique encore, il était tempéré par la connaissance que nous en étions sortis plus forts, ensemble. À la fin, j'ai ressenti une paix tranquille. J'avais été mis à l'épreuve, humilié, et même momentanément mis en doute par ma propre fille, mais j'avais agi avec détermination, patience et soin. Je l'avais protégée, et cette connaissance, par-dessus tout, valait chaque échymose, chaque moment de doute et chaque nuit blanche. La chute du mariage, autrefois une marque de honte, était devenue le catalyseur de la vérité, de la justice et d'un lien restauré avec ma fille. Que pensez-vous du choix de Robert de rester patient et de rassembler des preuves au lieu de confronter Samuel tout de suite? Aurait-il dû agir plus tôt, ou son plan prudent était-il la meilleure façon de protéger Lucie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'adorerais connaître votre opinion. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouvel épisode.